dans notre société. Et j'ai l'impression que il perd son aura, son rôle social, dans le sens où les gens avant allaient voir les films et ça pouvait changer les mentalités. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le cinéma est cloisonné dans son monde. On fait du cinéma pour les cinéphiles et de moins en moins de gens qui sont en dehors de ce monde qui devient un peu intellectuel sont au contact des films. On le voit par exemple dans les festivals. Et je me demandais, par rapport à votre idée de faire un musée du cinéma, est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui un problème avec la salle de cinéma qui est devenue un endroit un peu... c'était plus un endroit où on vient comme ça, c'est un endroit un peu réservé. Et je trouve que, par exemple, quand on fait des films ont quand même le désir de vouloir toucher au plus grand nombre, parce qu'à la base c'était un peu l'art du peuple, etc. Et aujourd'hui j'ai l'impression que ça se perd. Et est-ce que vous, qui êtes sûrement très renseigné sur le sujet, vous avez des pistes un peu sur cette question? Je crois que le cinéma, d'une certaine manière, suit sur l'époque où les cinéastes précèdent parfois, pas tous, mais précèdent un tout petit peu leur époque. Voilà. Aujourd'hui, nous vivons... Alors quand on parle du cinéma politique, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit quand ce sont des sujets directement liés à la politique, aux hommes politiques, c'est-à-dire au gouvernement, au ministère, etc. Non, le cinéma politique, c'est ce que nous faisons dans la vie, comment nous vivons dans la vie, c'est ça, notre vie. Alors aujourd'hui, de plus en plus de cinéastes, surtout le cinéaste français, qui à mon avis donne le ton pour le cinéma mondial, depuis la nouvelle vague, peut-être même avant même la nouvelle vague, parlent de leur environnement, de leurs problèmes personnels, de leurs problèmes des autres, de leurs proches, etc. Je crois que c'est une nouvelle voie que le cinéma suit et que ça correspond à la sensibilité de notre monde aujourd'hui, je crois. Il est vrai aussi qu'on ne peut pas leur dire faites ceci, faites cela, alors on tomberait dans un ancien régime. C'est vrai aussi que l'aide que reçoivent au Centre national du cinéma certains films, de nombreux d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils doivent se faire, suivent cette ligne-là, volontairement ou involontairement, parce que cette aide, elle est procurée, elle est donnée par des comités qui décident que ce scénario doit recevoir cette aide. Voilà. Donc c'est une image de notre société. Alors quand on va à notre monde politique aussi, on se dit que le monde politique, on ne sait pas qui suivre, on ne sait pas dans quel sens aller. Voilà. Il y en a qui choisissent, il y en a qui ne choisissent pas. Nous sommes dans une société, je crois, avec des problèmes. Je ne sais pas si c'est très élu, j'ai quelqu'un qui suit ça de tous les jours de très près, mais je pense que, voilà. Alors, on nous dit, pourquoi vous ne faites pas un film sur ceci, pourquoi vous ne faites pas un film sur cela. Mais là, on sortirait, si on devrait faire le film sur ceci ou sur cela, on sortirait de cette liberté, qui est quand même la base de notre démocratie. Donc, on ne peut pas dire aux cinéastes, on ne peut pas le dire aux écrivains, ou à d'autres, aux auteurs de théâtre, etc. Faites ceci, faites cela. C'est une liberté. Il faut que tout soit poursuivi. Et Louis, vous avez l'impression que le cinéma est de plus en plus élitiste et pour un petit cercle? Non, je ne pense pas. Bon, il y a par rapport à l'époque de cette première saison, il y a quelque chose qui change, mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le présent omniprésent. Dans l'épisode sur l'aveu, vous avez un moment, il y a les dossiers de l'écran. Bon, il y a eu une époque, il y avait la grande salle de cinéma, le film dont on s'emparait, qui devenait un lieu de débat, etc. Aujourd'hui, et comme toute révolution, elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés, on a cette explosion de possibilités de diffusion, de plateformes, cette multiplication d'accès, et cette multiplication de formats aussi. Nous parlons du cinéma, mais aujourd'hui, y compris ce qu'on dit là, tous les films sont politiques, passent beaucoup dans des séries aujourd'hui. Dans des séries, si vous prenez une question comme Tchernobyl, qui reste la série Tchernobyl, c'est pas un film, c'est une série.
c'est un film. Et c'est une exceptionnelle courte série sur Tchernobyl, et à la fois ce que ça signifie par rapport à la fin de l'Union soviétique et puis cet enjeu. Vraiment, c'est une histoire exceptionnelle. Et là, d'où l'importance je voudrais saluer Cinémed, parce que Cinémed, si c'est 44e, c'est ça 46. C'est la 6e édition, on en parlait tout à l'heure. Ça commence par l'histoire d'un ciné-club autour de Jean Vigo, ici. Ça commence par ça. Ça commence par cette idée de se retrouver autour des films, d'en faire des lieux d'éducation populaire, de partage et tout. Alors, moi, j'ai envie de vous renvoyer la question. C'est-à-dire, il y a, comme dit Costa, sa vie, c'est un organe vivant, la technologie est vivante, tout. Voilà. Mais il y a, dans les aspects positifs, c'est qu'on peut aussi conserver, garder, restaurer, redécouvrir, etc. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on exige, nous. Est-ce que nous, on se laisse aller simplement au divertissement, ou est-ce qu'aussi on s'en empare? Est-ce qu'on en fait des lieux de débat, des lieux de rencontre? Et il y a 36 films, tout le temps, qui nous permettent de s'emparer de ça. Si on parle, par exemple, de la question des migratoires, ou de la question de la Palestine, vous avez toutes sortes de films qui peuvent permettre de s'en emparer. Mais c'est aussi nous, c'est-à-dire que je pense aussi, quand on contemple un peu ce qu'on ressent comme un désastre démocratique, politique et tout, on doit aussi s'interroger sur comment nous, on s'engage, comment nous, on résiste, comment nous, on ne se laisse pas aller à tout ça, et comment nous, on s'empare aussi du cinéma pour en faire un lieu de résistance. Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain film? Oui, il travaille déjà. J'y pense. Mais je préfère de ne pas en parler. Non, parce qu'on ne peut pas parler à un prochain film, c'est vague. Donc c'est en cours. Mais il y a des thèmes qui m'intéressent, il y a 2 ou 3 thèmes qui m'intéressent. Voilà. J'essaye de trouver l'histoire, parce que j'insiste à cela. C'est que le film, c'est une histoire. C'est une histoire qui devient un spectacle. Un spectacle qui vient vers vous, vers nous, je suis un spectateur, et qui nous provoque des sentiments. Pour, contre, pleurer, rire, etc. Tous ces bons sentiments humains, et après on fait quelque chose avec. On n'a pas du tout ça chaque année. Voilà. Alors, c'est ça, il faut trouver une histoire. Ce n'est pas les sujets qui manquent en ce moment. Voilà. Encore une question. Est-ce qu'il y a des scénarios en souffrance? Est-ce que vous avez des scénarios en souffrance que vous n'avez pas réalisés? Des scénarios en souffrance? Non, il n'y a pas de scénario en souffrance. Quand je m'engage dans ce scénario, je vais jusqu'au bout. Voilà. Parfois, je les ai abandonnés, parce que du chemin, parce que je ne m'en sortais pas, ou je n'aimais plus. C'est une histoire d'amour quand même, une histoire de film, parce que si je vais faire ça, soit un livre, soit une histoire originale, on part, on travaille avec quelqu'un ou seul pour faire l'histoire, et puis on vit des mois avec. Et puis à un moment donné, on n'aime plus. On ne s'en sort pas, on abandonne. C'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de films. À 50 ans, je n'ai fait que 20 films. J'ai des collègues qui en ont fait 50, 30, 40, etc. Donc il n'en a pas beaucoup en souffrance, si je comprends bien. Non, il n'y en a pas du tout. Pas du tout. Non, moi, grâce à Michel, j'ai pu avoir une vie, organiser une vie qui me permet d'attendre 2 ans sans faire un film. Voilà. C'est ça. Là, c'est essentiel pour moi pour faire les films que je voulais, au lieu de faire des films alimentaires. Oui, enfin, je ne suis pas là avec un carnet sec, ce que laisse un peu supposer Costa. Non, c'est une collaboration, c'est une bataille, c'est une vision, et comme disait Edwin tout à l'heure en réponse au jeune homme, c'est que c'est des choix qu'il faut faire, des choix de vie, des choix de décision, et ça c'est tous les jours. Voilà. Donc, ce qui est vrai, ce qui est accessoire, disons, c'est moi comme une femme, comme une collaboratrice, mais c'est main dans la main avec Costa, bien sûr. Et c'est pas facile tous les jours, parce que d'abord il y a des discussions,
et aussi parce que c'est une bataille pour être financé. Parce qu'aujourd'hui, qui décide si un film va se faire ou non, c'est ce que j'appelle des costards-cravates, c'est-à-dire des technocrates. Voilà. Qu'il faut convaincre, qu'il faut... Et par exemple, pour le dernier souffle, le dernier film, quand on a décidé, Costa a décidé qu'il allait faire le livre de Régis Debray du Docteur Grand, qu'il allait essayer d'adapter, j'ai appelé Gallimard en leur disant donnez-moi une option morale, parce que je ne sais pas du tout si Costa va s'en sortir du scénario, parce que c'était très difficile. Quand au mois de septembre de l'année dernière, le scénario était fait, moi j'ai commencé à chercher le casting, les décors, parce que je pensais que j'aurais aucun problème pour financer le film. Avec Denis Podalides, avec Almira. C'était une avenue. C'était pas une avenue, ça a été des ruelles, des impasses, parce que personne ne voulait s'engager sur ce thème. On avait, à Noël, on a commencé le 1er mars, et c'était des dates inchangeables, parce que c'était les dates de Podalides, sinon il était libre en fin 2025. Et c'était presque sur le point d'abandonner quand Bacfilm, David Krampach, m'a appelé en me disant qu'il adorait le film, le scénario. Donc, ça a déclenché, parce que ni Canal ne peut pas rentrer dans un film, aucun, ni télévision, ni Canal+, ne peuvent rentrer dans un film s'il n'y a pas de distributeur, parce qu'ils ne financent pas pour que le film reste en... Sinon, c'est un téléfilm. Et donc là, ça a déclenché dans Canal. La télévision avait refusé, France Télévisions, Arte, et finalement, 15 jours avant le tournage, France Télévisions m'a rappelé en disant on a trouvé 350 000 € pour une diffusion, donc 18 mois après, mais ce n'était pas une coproduction. C'est-à-dire qu'une coproduction, pour vous donner un ordre d'idée, ils donnent en général 1 million. Là, c'était 350 000. Donc, le film a été une vraie bataille, mais entouré par des techniciens magnifiques et des acteurs disponibles, heureux de travailler avec Costa. Et Cadmerade a été extraordinaire, mais Cadmerade a été aussi un petit problème parce qu'on me disait, mais Cadmerade, ça ne va pas avec Costa Gavras. Je disais, mais vous savez, Universal, il y a 40-30 ans, ils ont dit, ah mais non, Jacques Lemmon, ça ne va pas avec Costa Gavras, il ne fait pas une comédie. Voilà. Et puis maintenant, Cadmerade est extraordinaire. Mais tout, vous savez, quand ces technocrates ne veulent pas comprendre ni un scénario, alors effectivement, en lisant le scénario, il y a beaucoup de blabla. Z a été refusé principalement parce qu'il n'y avait pas de femmes et que c'était beaucoup de blabla. Adulte, Île de Roue, ça a été très difficile parce qu'il y avait beaucoup de blabla. Mais ce blabla entre les mains de Costa Gavras, ça devient autre chose. Voilà, c'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et ça prend de la chose. Mais d'ailleurs, quel est le destin de la série? Parce que je crois qu'il n'y a pas non plus de... Pour la série, c'est la même chose. Pour la série, c'est la même chose. On me dit, mais donnez-moi 2 heures sur Costa Gavras, on vous signe de scène tout de suite. Mais j'ai dit non. Non, ça c'est un portrait comme un autre. Non, c'est pas ça qu'il faut. Avec la filmographie qu'Acosta, où il a toujours été en avance sur son temps, toujours prévu ce qui allait se passer, ou racontant ce qui se passait, il faut autre chose. Donc, c'est les 10 épisodes pour rien. Au moment, les 3 épisodes sont autofinancés, avec l'aide aussi de l'INA, des archives, parce que les archives sont très chères, bien sûr, qui me font cadeau des archives, jusqu'à ce qu'il y ait un diffuseur. Alors, je dois dire aussi que le nom des Librinel n'aide pas toujours. Alors, je la prévoyais, c'est là, je lui ai dit, tu es sûr, Michel, tu es sûr? Il y avait une époque là, au macartisme, où les scénaristes prenaient des prête-noms, mais bon, c'est difficile de cacher la moustache. Il dit, tu es sûr, tu réfléchis bien. Bon, voilà. Bon, moi, je fais. Tu es le seul capable de faire ce travail. Il a une telle connaissance à la fois cinématographique et politique. Tu es une encyclopédie.
Donc voilà, c'est avec lui ou sans lui, c'est des épisodes ou rien. Voilà. Il y a une question là-haut, allez-y. Oui, bonjour. Je suis très intéressé par la série et j'espère que ça va continuer, bien sûr. Alors, personnellement, je suis dans une association qui s'appelle ATTAC et qui a comme une bonne partie de ses activités, c'est de faire des ciné-débats. Et ce sont des documentaires. Alors, ma question, c'est à Costa Gavras, c'est est-ce que vous avez été tenté de faire des documentaires? Bien non. Non, parce que c'est vraiment, on pense que c'est facile les documentaires, c'est la chose la plus difficile au monde. On fait des bons documentaires. On en fait beaucoup, c'est nécessaire, mais les bons documentaires, je ne me sentais pas de le faire. Voilà. Et comme j'ai eu une formation, si vous voulez, en assistant, travailler avec des grands metteurs en scène qui faisaient des fictions, c'est ça qui m'a intéressé, qui me semblait le plus proche de ce qui me concernait moi. C'est-à-dire prendre certaines libertés pour avoir des réflexions personnelles sur tel ou tel sujet, tel thème. Un documentaire, il faut suivre une ligne complètement, il faut faire ce qui s'est passé. Et Dieu, c'est si difficile parce qu'il y a des documentaires qui se passent dans des années ou plusieurs mois, et ben, il faut donner la substance. Et ça, c'est la chose la plus difficile au monde. On a parlé tout à l'heure des séries qui sont partout et que tout le monde voit beaucoup de séries. C'est vrai que c'est un moyen formidable parce que c'est un spectacle permanent. Mon problème, parce que j'ai essayé d'en faire une, j'ai abandonné vite parce que le sujet s'est dilué peu à peu à force d'attendre pour la prochaine heure, la suite, etc. etc. Et au bout d'un moment, je pense que ça s'est dilué. Les sentiments qui restent sont forts, parce qu'il y a des très très bonnes séries, mais ils ne peuvent pas être concentrés. Je pense que l'essentiel des films, comme on le fait depuis le début, c'est une espèce de concentration en 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 7 heures, comme on fait avec Gans avec son Napoléon et quelques autres films. Et c'est là, mais c'est concentré complètement, on les voit et après on a le sentiment. On a fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que. Et avec les séries, j'ai peur que ça s'élimine beaucoup trop. Malgré beaucoup de bons sujets et thèmes qui ont été utilisés. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question et j'aimerais que vous reveniez sur votre période américaine, puisque la place du cinéaste en Europe n'est pas du tout la même que celle, en tout cas la liberté qu'il peut avoir suite à la politique des auteurs, par exemple. Et je voulais savoir, donc, sur votre période américaine, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Est-ce que vous avez eu la totale liberté que vous aviez ici en Europe? Et en tout cas, en pratiquant un cinéma aussi politique, quelles pouvaient être les limites, par exemple, à ce système américain? Alors, pour la liberté, on peut dire que le cinéma français a donné l'exemple depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y avait des censures. Dans les 50, 60, etc., il y avait des censures. Il y avait même des comités qui décidaient que ce film peut être vu par ne peut pas être vu par le moins de 18 ans, etc., etc. Mais peu à peu, les cinéastes français ont balayé tout cela. Et je pense que la liberté totale. Mais il y a une autre censure aujourd'hui, qui est la censure économique. Et la censure des grands groupes qui cofinancent. Parce que, comme le disait Michel, on ne peut pas faire un film sans la participation des chaînes, des grandes chaînes, ou des secondaires. Et ça, c'est une liberté aussi, de refuser un film. Ils ne disent pas que c'est bon ou c'est mauvais, ou ils parlent de ceci ou de cela qui ne les intéresse pas, ils disent non, on ne peut pas le financer. Et alors, ça, c'est une... Ce qui s'est passé en France, là, on a essayé de trouver aussi une possibilité. Il y a un système qui, certains films qui ont beaucoup de difficultés de trouver tout l'argent, il peut avoir des réductions des salaires, etc., et faire participer les acteurs, les techniciens, etc., si le film marche très bien. Si le film ne marche pas, bon, il le perd. Voilà. Il y a des systèmes comme ça qu'on a trouvés en France en permanence pour faire évoluer
pour faire que cette liberté de faire des films soit le plus large possible. Et je ne pense pas que ça existe dans d'autres pays. Et je peux vous dire aussi, pour le savoir, pour l'avoir vu de près, le cinéma français influence le cinéma du monde entier. Voilà. Depuis longtemps, et notamment depuis la Nouvelle Vague. Vous parliez de la liberté aux États-Unis. Costa donc a fait des films aux États-Unis, mais la philosophie de départ, c'était Costa disait j'ai émigré une fois, je ne peux pas émigrer deux. Donc, quand il tourne Missing, Betrayed, Chicago, tout ça, son équipe, c'est-à-dire l'équipe créative, la photo et le son, c'est-à-dire dans la pièce, c'était français. Toute la post-production était en France. Donc c'est comme Amen a été tourné à Bucarest, mais l'équipe était française. Alors évidemment, si on regardait par la fenêtre, le cirque était américain. Il y avait je ne sais pas combien de trailers, de camions, tout ça. Mais l'équipe était française. Et quand on demandait à Costa, mais pourquoi vous ne prenez pas des techniciens, directeurs de photo, par exemple, américains, il disait, ils sont formidables. Mais un technicien français fait le film du metteur en scène, et alors qu'en Amérique, parce qu'ils travaillent beaucoup plus avec les studios qu'avec un metteur en scène. Donc ils sont plus production que pour le film. Et c'est ça l'énorme différence. Et le fait de faire toute la post-production en France fait que les producteurs, les décisionnaires des studios venaient en France en prenant rendez-vous 3 mois à l'avance chez l'ami Louis, des restaurants pour bien manger. Ils voyaient le film, ils faisaient quelques commentaires, puis ils repartaient. Donc, c'était ça la liberté de Costa, c'est-à-dire c'était un rapport de force non dit. Je veux dire, par rapport pour parler de l'actualité, puisqu'on parlait des séries et puis des plateformes, hein, vous savez, il n'y a pas que Netflix, il y en a d'autres, on s'aperçoit, nous, le journalisme, on est un matériau à histoire. Hein, l'équipe de Mediapart, hein, ceux qui ont la main aujourd'hui, se disent, en fait, dans toutes les enquêtes qu'on a fait, il y a de quoi faire, et ils se le disent d'autant plus qu'une des enquêtes, celle de Fabrice Arfi, sur la mafia de la taxe carbone, a donné lieu à une série. Et en fait, ils s'aperçoivent en marchant de quelque chose qui est le conformisme de l'argent. Le conformisme des costards cravates. C'est-à-dire, ils ont ce pouvoir, mais on pourrait se dire, bah, puisqu'ils ont les moyens, ils pourraient se tenter, ils pourraient être des mécènes, ils pourraient être audacieux, etc. Et on s'aperçoit combien, en fait, ils sont dans une forme de conformisme. On le sait, hein, les séries Netflix, hein, il y a une sorte de presque de code de la route hein, qu'on ne doit pas dépasser. Et donc, voilà, il y a une forme de transgression, où parfois ils font à l'inverse des mauvaises transgressions, c'est-à-dire ils cherchent des audaces là où elles ne sont pas. Mais ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Et d'où cette bataille. Ce que vient de décrire Michel, c'est que aussi la forme de résistance du cinéma de Costa Gavras, ça a été aussi de résister à des tentations. Quand vous devenez bankable comme il l'a été, et avec un tel succès, la tentation peut être très très grande, et au point de se banaliser soi-même et tout. Donc il a aussi, avec Michel, ils ont résisté à la tentation des studios. Et ça, c'est une des grandes forces, ce sera plutôt dans la deuxième saison, mais je trouve qu'une des grandes forces de leur saison américaine, c'est ça, hein, c'est d'avoir fait un cinéma qui était dans les canons de ces grandes productions, mais qui aussi sachait y résister. Et ça, c'est très fort, parce que c'est pas donné à tout le monde de résister à la tentation. On peut résister en France. Regardez le cinéma anglais. Ils sont tous partis en Amérique. Et il y a un cinéma anglais qu'on ne connaît pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un festival ici ou ailleurs, mais il y a... non, l'Angleterre, c'est pas la Méditerranée, donc on n'en a pas beaucoup. Non, mais c'était ça. C'est que... Voilà. C'est la particularité de la France, c'est la volonté absolument qui a commencé avec De Gaulle le lendemain de la guerre et les autres qui ont été cités, Malraux, etc., et Lang par plus tard, pour avoir le cinéma qui reste
ici. Pourquoi? Parce qu'après l'occupation, il est arrivé, les Américains ont fait des films pendant toute l'occupation. Une flopée de films qui sont arrivés en France, ils ont envahi complètement le cinéma, on les voyait le cinéma américain. Et c'est là où De Gaulle et son gouvernement ont dit voilà, il faut un cinéma français. Et ça a commencé comme cela. Et le cinéma continue à exister là. Et le système de la coproduction française aide tous les pays méditerranéens fortement à exister. Exactement. Vous le voyez très bien, clairement ici, mieux que n'importe qui. On doit conclure, je suis désolé. Mais quand on voit au Festival de Cannes, ici, dans la majorité des films européens, même étrangers, il y a toujours la France, une coproduction avec la France. Parce qu'ils ont réussi à faire leur film un petit peu aussi par cet apport qu'apporte la France. Vous savez, par rapport au cinéma national, je parle toujours du cinéma coréen. Il y a 30 ans, il n'y avait pas un cinéaste coréen dans les festivals, même 25 ans. Pas un cinéaste coréen. Aujourd'hui, les cinéastes coréens ont envahi tous les festivals avec leur talent, avec leur savoir-faire et leurs films formidables. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le gouvernement coréen a décidé qu'ils auraient un cinéma national. Ils ont copié, en l'améliorant, le CNC, les aides, parce que le talent existe partout. Il faut l'arroser, hein, pour donner les moyens d'exister. Donc ils ont copié le CNC, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont fait un quota pour les films nationaux. Un quota pour les films nationaux, c'est évidemment contre le film américain. Et c'est ça qui a fait éclore tout ce cinéma coréen qu'on peut voir aujourd'hui. Pour finir sur une note, vraiment il faut finir sur une séance. Une note moins politique, je voulais vous féliciter aussi pour cet épisode, parce que c'est l'épisode le plus intimiste peut-être, où on découvre Costa au plus profond de lui-même. C'est très touchant de voir votre maman à la fin, et je suppose que vous y êtes sensible. Donc bravo aussi pour nous avoir fait découvrir cette facette de Costa. Bon courage pour la suite. Nous, on attend bien sûr l'épisode sur Anaka. Israël-Palestine, ça nous intéresse beaucoup, mais tous les autres aussi. Donc à l'année prochaine, dans 2 ans, à 33 ans. À l'ouest, c'est des émigrés, c'est la Méditerranée. Donc à l'année prochaine.